Info. La suite à 13h32 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs, Thomas Bonnet et Yvan Rioufol. On va parler de politique et plus précisément du budget. Écoutez Roland Lescure ce matin sur France 2, le ministre de l'économie, qui a estimé qu'il y aura un budget sans passer par le 49.3. Ne pas avoir recours au 49.3, c'est pas écrire la fin du film afin qu'il soit joué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous ne l'emploierez pas. Chacun doit prendre ses responsabilités et effectivement négocier de manière à trouver un compromis. Si vous dites 49.3, au fond, vous déresponsabilisez tout le monde. Donc, pas de 49.3. Nous avons besoin de ce budget. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une majorité de députés qui est prête aujourd'hui à le voter, à condition de trouver des compromis. Et donc, je ne me mets pas dans une hypothèse dans laquelle on n'en a pas. Je me mets dans une hypothèse dans laquelle on va y trouver ces compromis. Il est optimiste, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Bonnet ? Ça ressemble à de la méthode Coué, un peu de la part du ministre de l'économie. Expliquez-nous, parce que là, on n'y comprend plus rien quand même. Non mais honnêtement, même moi, j'ai beaucoup de mal à suivre. Vous baignez dedans quand même. Non mais ça devient très compliqué. Déjà, il y a des mots, je pense qu'il faut vraiment les enlever de leur vocabulaire. Stabilité, compromis, responsabilité, on n'en peut plus. On n'en peut plus d'entendre les ministres nous bassiner avec ça à longueur de temps. La vérité, c'est que le renoncement au 49.3, c'est une erreur. Et ils s'en rendent compte aujourd'hui. Et ça aurait profité à tout le monde. C'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que tout le monde s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte. Oui. En fait, ce dont on se rend compte en ce moment, c'est que et le gouvernement et les socialistes seraient bien arrangés à l'idée qu'on puisse recourir au 49.3. Sauf que personne, en réalité, n'a envie d'être celui qui sera à l'origine du retour du 49.3 dans le débat budgétaire. Donc là, les socialistes sont reçus à Matignon, j'allais dire pour la 10-15e fois depuis le début des consultations. La réalité, c'est que l'Assemblée nationale, telle qu'elle est aujourd'hui composée, ne peut pas s'entendre sur des compromis budgétaires. C'est une réalité aussi simple que ça. Vous n'allez pas demander à des élus de droite de voter des hausses d'impôts gigantesques et vous n'allez pas demander à des élus socialistes, ils ne veulent pas en entendre parler, de voter des réductions de dépenses. Donc à partir de là, vous êtes coincés et moi je vois pas comment ce budget peut passer sans 49.3, sans ordonnance ou sans loi spéciale. Je n'arrive pas à envisager ce scénario. Je suis peut-être un peu moins optimiste que Roland Lescure. On verra ce qu'il en est. Dans une lettre publiée en ligne aujourd'hui, Sébastien Lecornu essaie lui d'apaiser les angoisses des entrepreneurs parce que pendant ce temps, la vie économique du pays continue forcément et il y a beaucoup d'inquiétudes. 2000 entrepreneurs ont alerté sur les risques d'un débat budgétaire contraire à l'intérêt des entreprises et des Français. Leur message appelle une réponse, c'est le début de la lettre. Vous avez exprimé vos inquiétudes sur la fiscalité, je les entends, je mesure pleinement votre besoin de stabilité et de visibilité en la matière, assure Sébastien Lecornu qui dit que le vrai danger pour le pays serait l'absence d'un budget, Yvan Rioufol. Écoutez, en tout cas, on comprend effectivement que face à cette indécision politique, les entrepreneurs, pour l'instant, ont des réticences à investir ou à prendre des décisions. Donc, on comprend parfaitement qu'il y a une inquiétude qui remonte quand même jusqu'au gouvernement, ce qui prouve que le gouvernement n'est pas totalement coupé encore des réalités. Et en plus, il est vrai que Lecornu, il faut lui reconnaître ceci, a une certaine habileté à avoir tenu jusqu'à présent, effectivement, en agitant les mots de stabilité, etc. Mais il a tenu effectivement aussi avec une habileté de façade, parce que en fait, la grande majorité de l'Assemblée parlementaire redoutait d'avoir à retourner aux urnes afin de donner quitus au Rassemblement national. C'est surtout ceci qui explique ce théâtre politique qui est un théâtre affligeant, parce que dans le fond, il montre... C'est une épreuve de vérité. Et c'est une épreuve de vérité qui touche, de mon point de vue, au fondement même, à la légitimité même de la Ve République. On a vu que la Ve République était ébranlée par son présidentialisme avec un président esseulé, cette sorte de monarque qui ne voudrait en faire qu'à sa tête et qui n'a plus de contre-pouvoir, qui refuse les contre-pouvoirs. Et puis, le côté parlementariste de la Ve République s'écroule également sous nos yeux, à voir l'incompétence de tous ces députés qui n'ont plus une seule idée en tête que de taxer et toujours taxer. Il n'y a pas eu un seul discours original. Enfin, je n'ai pas regardé ça de très près, mais enfin, malgré tout, en écoutant les bruits de fond, j'avais l'impression de retrouver l'Assemblée d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, en fait, avec les mêmes mots d'ordre. Et cette même incapacité qu'ont ces députés-là, en tout cas, à comprendre qu'il faut sortir de ce travers d'une France suradministrée et sous-gouvernée. Mais ceci est un dilemme qui date de la Ve République. Et moi, je suis de ceux aujourd'hui qui pensent que c'est tout un système qui s'effondre, et singulièrement celui de la Ve République, mi-parlementaire, mi-présidentielle. Thomas Bonnet. Non, moi, je rejoins Yvan sur le fait qu'en effet, Sébastien Lecornu est habile, il arrive à se maintenir dans une situation politique qui est loin d'être évidente. Malgré tout, s'il veut rassurer les entrepreneurs, il y a d'autres signaux qu'il peut envoyer. Rien ne l'obligeait à lier son sort à celui du Parti socialiste. Rien ne l'obligeait à acter la suspension de la réforme des retraites. Rien ne l'oblige, vraisemblablement selon ce qui se profile, à promulguer le décret sur la
le plan pluriannuel de l'énergie qui va amener à une augmentation des tarifs de l'énergie, et ça va impacter là aussi les entrepreneurs. Donc les signaux, c'est pas simplement la stabilité politique, avec ce mot vraiment on n'en peut plus. C'est aussi quel message politique vous portez à destination des entrepreneurs, à ceux qui essayent de faire marcher l'économie en France et qui voient face à eux une représentation politique où on est en train de chercher la moindre petite taxe dans la moindre niche fiscale. Voilà, donc ça devient insupportable aussi pour les entrepreneurs. Mais je vous reprends juste sur quelque chose. Vous dites, mais il est habile, c'est bien ça le Cornu, il a réussi à se maintenir. D'accord, mais enfin, quel est l'objectif ? Est-ce que l'objectif c'est de se maintenir, ou est-ce que l'objectif c'est d'avoir un budget pour la France, et lequel surtout, hein ? Ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Pour Sébastien Lecornu, l'objectif c'est de se maintenir. Après, il l'a dit, s'il n'y a pas de budget, il prendra ses responsabilités. Là encore, le mot est lâché. Et il quittera sans doute ses fonctions. Bon, on verra, hein, on jugera sur pièce. Mais en tout cas, il est en train de lier son sort à celui du débat budgétaire. Pour la France, évidemment que nous avons besoin d'un budget. Mais la façon avec laquelle ce débat s'articule aujourd'hui rend impossible ce compromis. Parce qu'on a bien compris que tout le monde veut éviter une seule chose, c'est la dissolution. Et à partir de là, il n'y aura aucun compromis possible. Non, mais ce monde politique se caricature dans sa fiction, parce que l'on voit bien aujourd'hui qu'effectivement, pour se maintenir au prix effectivement d'avoir donné au Parti socialiste, qui avait fait moins de 2% à la présidentielle, quasiment le monopole des idées saugrenues, en particulier celle de multiplier les taxes, on voit que le pouvoir se caricature dans son isolement face à ce qu'est devenu la société civile, qui très largement, d'abord rejette effectivement le Parti socialiste, rejette plus généralement la gauche, et penche à droite, et même très, très majoritairement à droite. Et c'est précisément pour ne pas laisser le peuple s'exprimer dans cette appétence aujourd'hui pour des mouvements conservateurs, dans le fond, que ce pouvoir-là, encore une fois, se caricature dans un monde fictif qui aurait donné tous les pouvoirs à une gauche ultra-minoritaire, enfin en tout cas à un Parti socialiste ultra-minoritaire. Donc c'est insupportable, c'est même une période très révolutionnaire, parce qu'on prend les gens pour des imbéciles, au bout du compte, en voulant les faire taire de quoi qu'il arrive, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue politique et d'un point de vue institutionnel, dans le fond. Bon, en tout cas, c'est pour ça qu'on en parle, et vous inquiétez pas, je vous rassure, on va en continuer d'en parler. Les jours sont cruciaux, ils sont comptés d'ailleurs pour le budget. Le vote du volet sécurité sociale, enfin du PLFSS, comme on dit, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est prévu pour l'instant en tout cas, le 9, donc mardi prochain à l'Assemblée nationale. On revient sur ce qui s'est passé pour Jordan Bardella. C'était samedi à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Un septuagénaire a écrasé un œuf sur la tête du président du Rassemblement national, qui était pour la signature de son livre. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a condamné. Je vous propose de l'écouter. Je condamne très fermement cette agression, c'est inacceptable. Nous sommes dans une démocratie, tout le monde doit pouvoir s'exprimer, et ces actes qui sont des actes d'intimidation odieux, quels qu'en soient les motifs. Il y a une personne effectivement qui a été interpellée, qui est actuellement en garde à vue, qui est entendue. Donc voilà, quels qu'en soient les motifs, c'est absolument inacceptable, et ça dénote aussi un durcissement du climat politique, évidemment. Et ça justifie évidemment encore plus les dispositifs de protection que nous mettons autour de certains élus, de certains de leurs déplacements. Alors, deux choses, Yvan Rieufol. Déjà, est-ce que vous pensez qu'ils ont été assez nombreux dans la classe politique à condamner cette agression ? Je ne crois pas. Je n'ai pas écouté attentivement toutes les réactions, mais il me semble que les réactions étaient plutôt pondérées, mitigées. J'ai même entendu une journaliste sur une chaîne concurrente dire que, dans le fond, cette agression contre Bardella était une réponse à la violence du discours du Rassemblement national vis-à-vis de l'immigration ou des choses de ce genre-là. Donc il y a effectivement une violence qui est portée aujourd'hui à tous les partis, à tous les mouvements qui essayent de se détacher de la position conformiste qui était celle de la pensée officielle depuis très longtemps, mais c'est une violence qui est suscitée non pas simplement par l'extrême gauche, comme je l'entends dire, mais qui est suscitée également par le parti au pouvoir, qui est suscité autant par Mélenchon que par Macron, car tous les deux, dans le fond, ont le même ennemi commun, et le même ennemi en commun, c'est l'extrême droite. C'est prétendument ce fascisme qui reviendrait, sans voir que le fascisme, naturellement, il est chez ceux qui utilisent la violence, c'est-à-dire précisément dans leur camp, dans le camp de la gauche et dans le camp de la Macronie. Et donc, encore une fois, je pense que Emmanuel Macron, à vouloir s'être présenté comme étant le président qui allait faire barrage à ce qu'il a appelé le populisme, il était le progressisme face au populisme, il a alimenté un rejet à travers le populisme, un rejet de ce qu'était le peuple, parce que le populisme, malgré tout, c'est le peuple inquiet quand il parle, et je pense que Emmanuel Macron, le premier, est le responsable de ce sectarisme qui s'impose dans les débats, et je crains, pour en terminer, qu'en 2027, dans l'hypothèse où il y aurait effectivement une victoire du Rassemblement national, je crains des manifestations de rue qui viendraient pour
précisément faire opposition à la voie démocratique, et ces manifestations de rue, elles se préparent précisément dans ces discours que l'on peut entendre à gauche et dans ce prétendu mouvement central qui serait celui du macronisme. Alors Thomas Bonnet, Yvan Rioufol est déjà allé sur le deuxième point que je voulais aborder. Non, c'est pas grave, vous avez tous les droits. Qui, justement, quand on a entendu Laurent Nunez parler, il parle de brutalisation, de durcissement du débat démocratique, ce qui est très grave, à mon sens. Oui, c'est très grave, c'est une réalité. Cette violence, elle s'exerce, elle s'exprime contre l'intégralité quasiment des partis politiques. C'est pas en effet que contre le Rassemblement national. Simplement, quand ça concerne le Rassemblement national, la réaction, elle est quand même plus faible. Parce que moi, pour le coup, j'ai pas mal écouté justement voir s'il y avait des réactions. Il y a des grands absents, il y a des gens qui n'ont plus de réseau, il y a des gens qui n'ont plus de batterie sur leur téléphone pour poster un message visiblement en soutien à Jordan Bardella. Alors que dans des cas précédents, quand c'est Prisca Thévenot qui a été la cible, Emmanuel Macron, il y avait eu une condamnation unanime et on pouvait la saluer. Donc on a l'impression qu'avec le Rassemblement national, on se permet des choses qu'on ne se permet pas avec les autres partis. Mais j'allais dire, cette violence, elle est aussi la continuité du discours qui parfois alimente cette violence. Quand vous avez des journalistes sur un plateau du service public qui comparent Jordan Bardella à Adolf Hitler, quand vous avez des responsables politiques qui font du Rassemblement national la continuité de ce qu'était le maréchal Pétain, vous pouvez pas après vous être surpris du fait que des gens passent à l'acte, et à partir du moment où vous considérez que c'est la réincarnation d'Adolf Hitler, certains évidemment vont passer à l'acte. Donc c'est terrible. Moi je dis là, c'était un acte très grave, certes. On peut, attention, passer des paliers et on ne sait pas où ça nous mène. Je rappelle quand même que les États-Unis, qui souvent malheureusement préfigurent ce que deviendra le débat public en France, Donald Trump a subi 2 tentatives d'assassinat lors de sa campagne. Donc attention à ce que le débat public en France ne soit pas empoisonné par cette violence. Yvan Rioufol. Moi, je constate que les opposants à ce que représente aujourd'hui le Rassemblement national, ou en tout cas cette vague qui vient, cette vague conservatrice, deviennent absolument enragés. Et je prends ce terme à dessein parce qu'ils ne supportent pas de voir que leurs paroles, leurs arguments ne portent plus auprès d'une opinion qui fait dissidence et qui fait sécession vis-à-vis du discours commun qu'ils représentaient, au point même que plus ils accablent Jordan Bardella en l'occurrence, effectivement en le traitant de tous les noms et également en le comparant à Hitler, plus ils accablent Jordan Bardella, plus Jordan Bardella est porté par les sondages, en tout cas par les sondages, mais pas pour l'instant par les élections. Donc il faut s'interroger de savoir pourquoi Bardella, a priori, en apparence, répond bien davantage que ceux qui le critiquent, répond à une attente de l'opinion. Et je pense que l'opinion, en effet, est en attente d'une rupture, elle est en attente de personnalités peut-être moins fulgurantes que ce que l'on a pu connaître, mais de personnalités plus à l'écoute de ce qu'est aujourd'hui, de ce que sont les souffrances des Français. Il semble que Bardella réponde assez bien à cette attente-là de tous ces Français oubliés, de cette France silencieuse et de cette France qui n'écoute plus d'ailleurs en fait les vitupérations du camp du bien, ce que l'on appelait le camp du bien. Le débat se poursuit sur Europe